Nous ne sommes pas encore dans une impasse, nous pouvons changer le cours des choses. Pour David Tebib, le déterminisme social peut être contré, les trajectoires modifiées. Dans son premier essai chez Plon, sorti il y a quelques jours, le célèbre chef d'entreprise et président de l'USAM Nimgar l'assure, les inégalités de destin, il est possible de les déjouer. Les études le montrent, la mobilité sociale, l'espérance que les enfants auront une chance de vivre mieux que leurs parents, ça fonctionne pas très bien en France mais aussi dans Europe. Un rapport d'ailleurs de l'OCDE Paris en 2018 confirme ce constat. Il faudrait 6 générations, soit 180 ans, pour qu'un enfant français issu d'une famille modeste arrive à se hisser au niveau des classes moyennes. Comment lutter contre cette réalité insupportable ? En soutenant les écoles accueillant des enfants défavorisés, en accueillant le chômage de longue durée ou encore en limitant la concentration géographique de la pauvreté, toujours selon le rapport des experts de l'OCDE. En attendant, ce soir dans Bonsoir le Gard, avocats, chefs d'entreprise viendront rappeler que malgré les statistiques, tout est toujours possible. Et on accueille sur le plateau Raphaël Belaïch, il est avocat au barreau de Nîmes. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir et de participer à notre débat. Emilien Marcos est toujours là avec nous, le fondateur et patron de l'entreprise Océan à Nîmes. Et Arnaud Lépinois, le PDG d'HP, est également là avec nous, PDG d'HP France. Est avec nous ce soir et bien évidemment David Tebib est resté avec nous pour participer à ce débat. Alors ce débat Monsieur c'est lequel? Savary ? Oui. HP France, comment on dit sans les initiales? Non, mais c'est fini, parce que du coup, ils sont plus avec les initiales. On garde que les initiales maintenant. D'accord, bien. Vous ne vouliez pas le dire? Vous pouvez quand même le dire, non mais je vous pose la C'est question. Hewlett Packard, je crois. Hewlett Packard. Hewlett Packard, voilà. Ça vous va, Sacha? Vous êtes content, vous avez gardé les images, comme ça vous me ferez demain la chronique là-dessus, c'est ça? Peut-être, vous verrez. Est-ce que tout est toujours possible? Voilà le thème du débat ce soir. J'ai presque envie de poser la question tout de suite et on va démarrer avec Emilien parce qu'Emilien, dans son entreprise, il a beaucoup de jeunes qui sont issus des quartiers populaires et il est extrêmement engagé sur ces questions-là, sur le territoire de Nîmes et au-delà. Emilien, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes qui tapent à votre porte et qui vous demandent du travail et que vous accueillez favorablement la plupart du temps, est-ce qu'ils vous disent que c'est la galère parce qu'ils sont issus des quartiers populaires? C'est souvent ce qu'ils me disent, effectivement. C'est clair, je les accueille tous. J'ai toujours un petit moment pour les écouter. Ensuite, on essaie de les faire travailler tant bien que mal. Donc, on essaie de les faire venir dans un premier temps pour faire un premier contact avec l'entreprise, dans la période de congé, dans la période d'absentéisme des titulaires. Mais on a quelque chose de nouveau depuis l'année dernière, parce qu'on a amplifié un petit peu notre implication dans les quartiers au niveau de l'emploi et au-delà donc de la vie associative, puisque nous sommes un des premiers partenaires de la vie associative des QPV. Nous avons eu la chance que, après avoir demandé notre agrément en insertion, le préfet Loga, avant de partir, avec la DRETS, a décidé de nous attribuer cet agrément. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le territoire. Aujourd'hui, donc bien entendu avec des critères, puisqu'il faut des critères pour pouvoir être dans la catégorie d'insertion, donc des jeunes de moins de 26 ans, des ayants droit au RSA, des femmes. On a souhaité avec mon épouse féminiser notre métier et on y a plutôt bien réussi. Nous avons aujourd'hui 15 conventionnés depuis septembre l'année dernière, 5 prochainement qui vont pouvoir venir rejoindre parce que la DRETS a décidé de nous allouer donc 5 personnes de plus. Donc l'insertion, c'est quelque chose de très précis. On en faisait sans le vouloir en recrutant les gens dans les quartiers pour essayer de leur redonner une solution pour pouvoir améliorer leur quotidien, retrouver une activité professionnelle pour les gens dans les quartiers. C'est pas évident, mais par contre, quand ils ont le travail et le CDI en main, ça leur ouvre beaucoup d'espoir. Et pour certains, même de pouvoir partir de ces quartiers pour pouvoir élever leurs enfants dans d'autres conditions. Au niveau de l'insertion, ce qui est très important, c'est qu'au-delà des entretiens individuels, il faut qu'on accompagne toutes ces personnes-là dans un projet professionnel qu'elles doivent avoir. Donc, comme le disait tout à l'heure David, ça peut être aussi des gens qui ont envie demain de créer leur propre société. On est là pour les accompagner de 6 à 24 mois, avec bien entendu les services de l'État qui sont présents à nos côtés. Mais ça leur met le pied à l'étrier. Complètement. Et ça leur permet aussi d'avoir enfin quelqu'un qui dit oui.
après C'est tout à fait énormément ça. de C'est tout noms. à fait ça. Arnaud Lépinois, merci d'être là une nouvelle fois. On va le rappeler, vous êtes le PDG de HP France. Vous avez un itinéraire également qui est lié à un quartier populaire et l'ascenseur social a fonctionné, certainement parce que vous êtes battu pour que ça puisse fonctionner. Mais est-ce que peut-être pour des jeunes qui nous écoutent ce soir, qui regarderont l'émission en replay, quel est le message que vous voulez leur porter sur votre propre expérience ? En fait, David a dit beaucoup de choses qui sont projetables dans à peu près tous les parcours, je pense, de vie qu'on a ici autour de la table. C'est d'abord un encadrement familial assez fort. Parce que c'est la clé, ça. Ouais, c'est la clé pour tout le monde autour de la table. C'est la clé. Je pense fondamentalement, s'il n'y a pas un ou deux points d'ancrage, la notion du bien ou du mal n'est pas naturelle. Et il faut qu'on ait des guides, des gens qui nous ramènent dans cette réalité pour avoir la conscience de ce qui est bien et pas bien. On l'a vu, les phénomènes de meute, les phénomènes de gang, les phénomènes d'entraînement. Pour pouvoir sortir de ça, il faut avoir cette notion du bien. Puis ensuite, il faut faut tomber pour se relever. Et c'est dans les échecs qu'on apprend souvent où on ne veut pas aller. C'est beaucoup plus facile de savoir où on ne veut pas aller que où on veut aller. Donc avec les échecs cumulés, je dirais que ça nous donne des leçons de vie pour dire en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire dans la vie. J'ai envie d'autre chose, j'aspire à autre chose. Et puis après, c'est des rencontres, des opportunités et du travail. Et tout ça cumulé fait que globalement, quand on vient des quartiers populaires, alors moi j'ai grandi dans les cités, dans les banlieues parisiennes, avec tout ce qu'on imagine de très similaire, très proche, avec tous les quartiers de toutes les villes en France et même à l'étranger, et avec cette notion de dire, en fait, quand on passe du temps au gymnase à travers le sport, on ne passe pas à faire des bêtises ailleurs. Donc il faut aussi trouver dans les vie associative, culturelle, sportive ou autre, des moyens de ramener, de sortir ces jeunes de la rue, de ces moments où en fait ils n'ont rien d'autre à faire que des bêtises, et leur donner d'autres sens de préoccupation avec, là encore, des éducateurs qui, sur le terrain, font le job. Et c'est remarquable de voir comment on peut accompagner ces jeunes. Et donc, la présence des associations et des jeunes sur le terrain est essentielle. Arnaud le disait il y a quelques instants, effectivement, la famille, c'est l'une des clés. L'autre clé qui a été expérimentée dernièrement par le département du Gard, c'est la rénovation de ce collège au Mas-de-Meung et faire le choix aussi d'une nouvelle carte scolaire dans le cadre de la mixité sociale. Je viens plutôt d'un milieu... Et a créé ce fameux laboratoire, c'est ça? Mon père a créé un laboratoire au chemin d'Avignon. Voilà. Bon, après, je pense avoir eu... Mais la notion de mixité sociale, alors, la notion de mixité sociale est importante parce qu'à mon époque, il y avait une mixité sociale réelle. On était mélangés, on ne faisait pas de différence. Entre enfants, il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas le choix d'envoyer son enfant dans une école d'élite qui allait vous mener directement à telle ou telle fonction. C'était l'école publique. Moi, je suis passé par l'école publique. Et je suis attaché à cette idée qu'elle donne une chance à tout le monde et qu'elle permet à ceux qui ont la capacité, le désir, l'envie de travailler, de s'améliorer et d'aller toujours plus loin, de monter les marches de la réussite. Ça, c'est une idée qui est forte et peut-être qu'aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, cette possibilité-là est devenue moins forte, moins présente qu'à l'époque que nous avons connue. Moi, je pense, j'ai eu des professeurs en qui j'ai cru et qui m'ont beaucoup apporté. Voilà. Et je tiens à dire qu'effectivement, l'éducation et la famille, mais l'éducation, ce qu'on nous apporte à l'école, c'est fondamental. Et ça rejoint un peu ce qu'explique David Tebib dans son ouvrage « Tout est toujours possible ». Monsieur Tebib, quand vous avez été quelque part un peu sévère dans votre livre sur l'école, mais ce qu'explique Raphaël, c'est la clé aussi. C'est-à-dire que l'école aujourd'hui ne faisait pas de différence et en tout cas, les familles avaient tendance à mettre leurs enfants dans l'école de la République. On le voit particulièrement à Nîmes, beaucoup d'enfants sont dans les écoles privées. Raphaël a parlé d'un point extrêmement important qui est la mixité. Et évidemment que les établissements que l'on a fréquentés étaient extrêmement orientés et même pas orientés. Cela faisait partie tout simplement de leur ADN que d'être avec cette mixité. Aujourd'hui, il est évident que le contexte sociologique a peut-être enlevé un petit peu cette part qu'a évoqué Raphaël, qui consiste à dire que cette école, cet enseignement se voulait l'égalité des chances pour tous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut obligatoirement ramener dans le sens du débat, parce que peut-être que l'enseignement aujourd'hui, avec les difficultés que l'on connaît, avec la violence que l'on connaît, on avait des établissements qui étaient beaucoup moins violents qu'aujourd'hui.
il faut se poser les bonnes questions sur aussi la capacité à inspirer auprès de cette jeunesse. Il l'a dit, il y avait des maîtresses, des professeurs qui inspiraient. Moi, je me rappelle d'un professeur de français extrêmement cinéphile, qui avait la capacité d'embarquer une classe et qui a certainement influencé beaucoup de ses élèves. Et je crois que l'on dit la même chose à travers le récit et à travers ce livre. On apporte d'ailleurs à travers le mentorat. Je crois qu'autour de cette table, les personnes qui sont là, si on leur proposait à travers un programme éducatif de venir proposer du temps auprès des élèves et de venir témoigner, je suis sûr que chacun d'entre nous répondrait présent et pourrait être source d'inspiration auprès de nos jeunes. Ce qui paraît étonnant, et je veux bien évidemment vous redonner la parole, c'est, je discutais avec l'avocate nîmoise Khadija Oudja cet après-midi, elle me disait, quand on arrivait du collège Romain-Rolland au lycée Daudet, on faisait partie des meilleurs dans les classes. On avait les meilleures notes. On faisait partie de l'élite du lycée Daudet. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ça soit le cas. Est-ce que l'investissement dans l'école ne passe pas aussi par l'investissement qu'on met dans les établissements et dans l'enseignement dans les classes ? Je ne sais pas si vous êtes passé récemment, peut-être pas pour Arnaud, à mon avis, Emilien et David beaucoup plus, et probablement Raphaël, devant l'école Georges Bruguier, devant le collège Romain-Rolland. Quand on passe devant, je suis désolé, moi je les ai fréquentés, ces écoles et ce collège, on se dit, mais comment on peut laisser encore des enfants dans ces établissements-là ? Pourquoi on ne les a pas rénovés ? Pourquoi il n'y a pas un programme pour ces établissements-là ? Parce que nous-mêmes autour de la table, si on n'est pas trop hypocrite, je pense que nos enfants ne fréquentent pas ces établissements-là. Et même si on y habitait à côté, probablement qu'on ne les mettrait pas. Non, alors, mes filles sont allées dans ces établissements-là. Et ça s'est remarquablement bien passé, avec une qualité d'éducation pour les écoles de Grésan, pour les cités, qui sont à l'intérieur du chemin bas, en tout cas à la lisière du chemin bas. Bien sûr. Et avec un encadrement et une volonté de la part des directrices et de toutes leurs équipes, avec cette notion qu'a évoquée Raphaël, qui est extrêmement importante, puisqu'en fait, c'est le cœur, là où il a appuyé, c'est le cœur véritablement pour moi du réacteur, c'est-à-dire déjà insuffler à la base l'égalité des chances pour tous. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui est fondamental et moteur. Donc pour répondre à votre question, mes filles sont passées par ces écoles-là et j'en suis très heureux. Au-delà de l'école, aujourd'hui, par exemple, sur le barreau de Nîmes, est-ce que l'on retrouve des avocats issus des quartiers populaires nîmois ? Bien sûr, la profession d'avocat est une profession qui est très ouverte. Il n'y a pas de numerus clausus. Tout le monde peut devenir avocat en passant par l'université, en passant un concours qui est fait dans les conditions où l'égalité est respectée. Donc notre profession est ouverte. Donc nous avons dans notre métier, mais aussi dans tous les métiers qui sont ceux de la fonction publique, dans la magistrature, il y a une véritable ouverture sociale, une ouverture sur des publics qui n'étaient pas ceux qui, jusqu'à présent, accédaient à des fonctions qui avaient quand même un certain, qui dénotaient une certaine appartenance sociale. Donc on peut dire aujourd'hui qu'il y a une massification, une démocratisation de l'accès à ces professions-là. Et je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que la profession d'avocat n'est pas à l'image de la population de ce pays. C'est pas vrai. Nous avons des avocats de toutes origines qui viennent de tous les lieux et de tous les horizons. Oui, David, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, juste un petit mot par rapport à ce que Raphaël vient de dire. Dans les quartiers populaires, dans les QPV, juste quelques chiffres pour illustrer. 40% de la population ont moins de 24 ans. 40% moins de 24 ans. Derrière ça, on a une statistique qui est extrêmement positive, une volonté d'entreprendre chez cette population, chez ces jeunes, extrêmement importante, très très présente chez les femmes, avec une satisfaction forte. La moyenne nationale de réussite, de pérennité d'une entreprise 3 ans après sa création est de l'ordre de 73-74%. Dans les quartiers, lorsqu'une entreprise est créée, 77% de pérennité après 3 ans. Ah oui. Donc, tout ça, ce sont des signaux qui sont extrêmement encourageants pour dire que oui, on peut arriver à faire en sorte
de déjouer ce pourquoi normalement nous sommes destinés. L'une des J'aurais solutions. une petite Oui, question Sacha. à vous poser. Donc tout à l'heure dans les commentaires, en préparation du débat, j'ai eu une affirmation. Est-ce que vous serez d'accord avec cette personne qui dit que la réussite passe également par l'héritage financier des familles, ou est-ce que parfois, malgré un héritage financier, on peut ne pas réussir, ou est-ce qu'on peut aussi réussir sans héritage ? Heureusement qu'on peut réussir sans héritage. Moi, je préfère un seul héritage, l'amour et la bienveillance. Malheureusement, on connaît des personnes autour de cette table qui ont hérité d'une situation financière confortable, mais qui sont extrêmement malheureux. Je crois qu'aujourd'hui, la réussite, ça ne doit pas être l'équation avec l'argent. Aujourd'hui, la réussite, c'est avant tout d'être heureux. Si notre société est en telle transformation, après la période de Covid, qui a été un accélérateur incroyable de notre société, c'est qu'aujourd'hui, ce phénomène des transclasses, des professeurs, des avocats qui peuvent devenir agriculteurs, des agriculteurs qui peuvent devenir avocats, aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience d'être heureux dans sa vie, pleinement heureux. Et cette satisfaction, elle ne fonctionne pas uniquement avec l'argent. Elle est bien au-delà de ça, et Dieu merci. Mais il en faut quand même un petit peu, et on le voit, Emilien Marcos, dans l'entreprise Océan, vous accompagnez et vous mettez les moyens aussi financiers pour accompagner ces associations dans les quartiers populaires qui accompagnent in fine les habitants dans ces quartiers. Bien sûr. Je pense, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud et avec David, je pense que ce qui est important, c'est dans ces quartiers-là, c'est toujours d'avoir les bons relais. Et la vie associative sont des bons relais. Nous, principalement, notre relais aujourd'hui, c'est l'association Humanime, que nous accompagnons depuis maintenant quelques années. Nous avons eu la chance d'être vraiment fortement présents à leur côté quand ils ont décidé de se mettre à la disposition des personnes isolées. Pendant le premier confinement, notamment. notamment. Pendant le premier confinement, effectivement. Au-delà de ça, cette association, pendant 6 mois de l'année, fait des maraudes. Tous les 15 jours le samedi soir. Ça nous a permis, pour les chefs d'entreprise qui sont venus plusieurs fois avec moi, ça nous a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Et la démonstration que la solidarité est là, et y compris chez les personnes les plus démunies. Arnaud, l'Épinois, PDG de HP France, on va le rappeler pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire, surtout dans l'engagement social de l'entreprise aujourd'hui que vous dirigez ? En fait, le constat, c'est de dire que si nous, on ne prend pas la décision de commencer à agir, il ne va rien se passer. Et à partir de là, ça veut dire qu'on doit déployer toutes nos armes d'une entreprise, quelle qu'elle soit un groupe local ou international, pour être un citoyen d'un territoire. On a beau être, moi je suis une filiale d'un grand groupe international, quand je regarde HP, je regarde quel est l'impact sur ma citoyenneté, sur mon territoire. Et concrètement, ça se matérialise comment ? Aujourd'hui, on accompagne énormément d'associations. Alors, je vais citer quelques exemples. Nos quartiers ont du talent. Les déterminés. On parle de Moussa Camara beaucoup en ce moment. Moussa, il a fait un truc extraordinaire. On sponsorise aujourd'hui une promotion. Ça veut dire quoi, sponsoriser une promotion de déterminés ? Ça veut dire que mes employés donnent du temps et l'entreprise leur permet de déployer ce temps pour accompagner des jeunes entrepreneurs issus des quartiers, mais pas pour leur expliquer si leur projet professionnel est le bon. Simplement pour vérifier comment est-ce qu'on peut améliorer leur vision de l'avenir, leur vision du bonheur, la compréhension des trucs et astuces dont ils ont besoin. Et donc c'est une approche qui n'est pas une approche de on va vous coacher, lever des fonds et faire que votre projet professionnel se déploie. C'est bien plus terre à terre que ça. Comment est-ce que vous organisez ? Vous êtes entrepreneur, maman à la maison, comment vous vous organisez pour faire garder les enfants tout en ayant les possibilités d'entreprendre ? C'est aussi simple que ça et ça vient des employés qui eux partagent du coup leur savoir-faire, mais aussi beaucoup de leur énergie, et ils se découvrent toute l'énergie qu'il y a dans ces quartiers. Oui. C'est ultra inspirant aussi pour les gens qui sont déjà établis, qui ont déjà eu la chance d'être accompagnés, de pouvoir redonner un petit peu de ce temps très précieux à tous ces entrepreneurs. Donc il y a les entrepreneurs dans les quartiers, c'est une chose, et j'ai tendance à dire c'est bien, mais c'est un peu tard. Donc il faut qu'on trouve d'autres véhicules, d'autres moyens, d'autres outils pour intervenir plus tôt.
Parce que le déterminisme social et la façon dont les jeunes vont appréhender leur avenir, j'utilise souvent l'expression de soit je regarde mes pompes, soit je regarde le ciel. Les jeunes regardent leurs pompes aujourd'hui pour savoir quelle est la marque des chaussures qu'ils ont au pied les uns autres. Il n'y a pas beaucoup regardé le ciel pour devenir le prochain Elon Musk ou pour devenir simplement, c'est-à-dire j'ai une autre vie qui m'attend. Et comment est-ce qu'on fait pour, dès le plus jeune âge, leur dire que ça existe et qu'ils peuvent y aller et qu'ils ont juste à activer les bons boutons, à faire les bons choix et aussi à cogner aux bonnes portes. Et c'est un peu tout ce que nous, on a à faire, c'est de leur offrir quelques portes sur lesquelles ils peuvent cogner pour venir nous voir et qu'on puisse les aider. Une rencontre peut changer une vie, réellement. C'est un peu mon cas avec Monsieur Samari, il a changé ma vie. Je sais pas en bien ou en mal. Oh, j'espère en bien. On le verra à la fin de l'émission quand tu viendras faire le débrief. Hein, Sacha Virga. Tout à fait. C'est bien, mais on va préciser quand même aux gens qui nous regardent que je ne vous paye pas pour dire tout ça. Ah non, non Sacha. évidemment. Enfin bon, vous l'avez dit que j'étais très méchant, il faut bien équilibrer. C'est vrai. Je crois qu'on a beaucoup de choses encore à faire, à se mettre au service. Et puis, il y a l'association qui arrive. Elle ne va pas tarder à arriver et on va continuer évidemment à œuvrer dans ce sens-là. Merci en tout cas tout le monde d'avoir participé à ce débat ce soir.